Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts. Comme chaque samedi, on va passer l'actualité bruxelloise de la semaine en revue, et pas que bruxelloise d'ailleurs. On parlera décret paysage, permis de conduire, santé des Bruxellois aussi, et puis l'avenir des finances de la région. Et pour en parler, eh bien, j'ai avec moi deux experts. Tout d'abord Zenzen Sveni, journaliste à la dernière heure. Bonjour. Bonjour. Et puis Laurent Hublet, entrepreneur et fondateur de Bicentral. Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour cette première dans Les Experts. On va tout de suite parler du sujet d'actualité puisque c'est avec des petits yeux quand même dignes d'une session d'examen à rallonge que les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont sortis de la séance du Parlement ce vendredi à 6h30 environ. PS, Écolo et PTB ont finalement voté le texte qui modifie le décret paysage. À la sortie du Parlement, Camille Payot a recueilli l'avis du député Benoît Dispa, désengagé, qui lui a voté contre. Sans surprise, la majorité alternative PS, Écolo, PTB est allée jusqu'au bout de sa démarche et en s'affranchissant de tous les garde-fous que nous aurions voulu respecter davantage, notamment sur le plan juridique, puisque l'avis du Conseil d'État n'a pas été sollicité préalablement, et puisque sur le plan budgétaire également, le texte qui est voté va emporter des dépenses dont la couverture n'est pas du tout assurée, avec sans doute des difficultés qui vont maintenant surgir très rapidement, ne serait-ce que pour la mise en œuvre très concrète de ce... Alors Zenzen, voilà, on parle maintenant de 45 crédits au lieu des 50 pour se réinscrire une troisième fois et rester finançable. C'est finalement une bonne chose selon vous pour les étudiants ? Je pense que toute la situation en fait est extrêmement complexe. Même les étudiants s'y perdent, ils ne savent plus très bien sur quel pied danser. Parce que effectivement, les étudiants en première bac cette année sont en fait des élèves du Covid. En fait. Donc ils sont un peu plongés comme ça dans le grand bain et découvrent en fait ce que c'est les études supérieures. Et on peut comprendre que ce soit plus compliqué que pour d'autres. Et donc pourquoi pas leur donner une chance supplémentaire. Après, est-ce que c'était nécessaire de faire autant de distinctions ? C'est certaines cohortes qui bénéficient d'une chance supplémentaire et pas d'autres. Donc, je pense que tout ça est très compliqué pour les étudiants qui sont un petit peu perdus. Et il faudrait vraiment à un moment faire le point et dire concrètement, voilà, ce qui se passe si tu es en telle année, si tu es inscrit en telle année, et voir concrètement qu'est-ce qui va se passer pour l'année prochaine. Laurent Hublet, c'est trop compliqué finalement cette réforme et de pouvoir comme ça allonger aussi la durée des études, c'est un souci ? Je crois d'abord que la séquence actuelle, elle montre une forme d'amateurisme de l'ensemble de la classe politique qui est regrettable. Je pense que c'est pas bon. Et je pense que ça cache des vrais sujets de fond qu'il va falloir aborder et qui sont de voir en fait quels sont les impacts de Bologne 20 ans plus tard. Et pour moi, en fait, les études universitaires, même quand on réussit, ont été allongées et on peut se demander si elles ne sont pas trop longues. Et on a un des systèmes qui est les plus inégalitaires au monde au niveau de l'éducation supérieure. Chaque année d'études qu'on passe, c'est une année d'études où on ne gagne pas sa vie. Et pour de nombreux étudiants, c'est ça l'enjeu fondamental. Et donc moi je crois qu'on devrait se demander, au-delà du fait qu'on puisse réussir des années en plusieurs années, s'il n'y a pas trop d'années. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 5 ans d'études universitaires directement ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire 3 ans de bachelor qualifiant et puis peut-être 2 années de master plus tard, quand on a déjà une expérience professionnelle ? Est-ce qu'on a besoin que toutes les études supérieures soient à 4 ans ? Est-ce vraiment nécessaire ? Et est-ce que ça ne constitue pas un frein pour beaucoup de jeunes à faire des études qu'ils ont envie de faire ? Alors on va poursuivre ce débat évidemment avec nos deux invités politiques, deux femmes aujourd'hui. L'une est justement à l'origine de ce décret paysage, l'autre est députée à la région bruxelloise et était étudiante il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis la première habite à Oderghem, la deuxième à Jette. On les accueille.
Leïla Agic et Valérie Glatini, bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, on va évidemment commencer avec vous, Valérie Glatini. Vous êtes à l'origine de ce décret paysage, que certains d'ailleurs ont renommé il y a quelque temps, hein, le décret Glatini. Les éléments de langage changent, évidemment. Vous avez quitté le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles il y a 1 an à peu près. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qu'est devenu ce décret paysage, est-ce que vous trouvez qu'il a encore un sens et qu'il a gardé son esprit originel? Non, je ne pense pas, et je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas pris en compte l'intention originelle de la réforme. C'était vraiment constater une baisse de la réussite globale, et en particulier une baisse de la réussite des étudiants précarisés. Ça avait été objectivé, et donc on essayait de contrer cet effet de baisse générale de la réussite, d'augmentation du nombre d'étudiants non finançables, parce qu'il y en avait à peu près chaque année 10 à 15%. Comment? En fixant des balises claires et en augmentant en parallèle les aides à la réussite et les subsides sociaux pour les étudiants précaires. Donc c'était un plan global qui visait à avoir davantage de diplômés et surtout lutter contre un effet pervers de la réforme qui était l'allongement des études. C'est évidemment cet allongement des études qui précarisait les étudiants et les poussait à jobber par exemple. Et donc les balises claires, c'était 60 crédits pour réussir, on doit les réussir en 2 années. Bien sûr, on peut se réorienter et remettre sa finançabilité à 0. Donc on peut avoir bien sûr une année supplémentaire, ça peut être fait en 3 ans. Ensuite, 5 ans pour faire le bachelier, à nouveau 6 ans si on se réoriente. Et puis pour l'ensemble, bachelier-master, 9 ans, avec également une année supplémentaire si on s'est réorienté. Donc ce sont des balises qui sont particulièrement généreuses par rapport aux pays voisins. Et ce sont surtout des balises qui permettent à des étudiants plus fragilisés de savoir toujours où ils en sont et de voir s'ils sont bien sur une trajectoire de réussite. Ce qu'on vise à éviter, ce sont ce qu'on appelle les abandons tardifs, c'est-à-dire ces étudiants qui sont pendant plusieurs années sur les bancs des auditoires, mais qui n'ont jamais décroché ces fameux 60 premiers crédits. À ces étudiants-là, on veut dire attention, détecte plus rapidement si tu es bien sur une trajectoire de réussite. Si tu n'es pas sur cette trajectoire de réussite, tourne-toi vers ton établissement. Il y a une augmentation des aides à la réussite, c'est plus 6 millions d'euros en plus chaque année. Et si vraiment ça ne va pas, ce n'est pas grave, on peut se réorienter. Si on se réoriente en fin de première année, on a un bonus réorientation et c'était évidemment quelque chose qui va dans le sens de ce que j'ai entendu à l'instant, c'est-à-dire on a besoin d'étudiants qui vont se diriger vers des filières techniques qui sont en pénurie, qui sont très bien rémunérées, mais donc tout le monde a le droit d'essayer l'université, tout le monde a le droit de se tromper d'orientation, tout le monde a le droit d'échouer, mais je ne suis pas certaine que quand un étudiant passe 7, 8, 9 fois son examen, eh bien, qu'on puisse encore lui donner la possibilité de le faire une 10e fois. Je pense que c'est mieux de lui dire qu'il y a la possibilité de se réorienter vers des filières pourvoyeuses d'emploi et bien rémunérées. Mais là, finalement, ce qui a été fait, on reste de toute façon avec les 60 crédits de réussite. C'est 1 an encore de transition finalement. Donc est-ce que pour le PS, vous avez Leïla Agic que vous représentez aujourd'hui, vous avez voté donc avec Écolo et le PTB, c'était simplement de l'électoralisme pour récupérer le vote des étudiants? Absolument pas. Moi, je voudrais d'abord dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse de savoir que les étudiants pourront commencer leurs examens en étant soulagés, en n'ayant pas cette pression, cette épée de Damoclès sur une génération qui a connu notamment le Covid. Alors, ce n'est pas électoraliste, mais il se fait que ce point-là de la réforme allait s'appliquer effectivement en septembre et que les élections ont lieu le 9 juin et que donc si on ne votait pas aujourd'hui, si on ne votait pas dans les jours à venir, on ne pouvait plus voter ou alors on aurait voté à la veille du début de la session d'examen, ce qui n'était pas admissible non plus de laisser ces étudiants ne pas savoir dans quelle configuration ils allaient terminer leur session d'examen. Et donc, là, le texte est un petit peu bancal, parce qu'on n'a pas l'avis du Conseil d'État non plus, on ne sait pas si ça va être... Le texte n'est pas bancal, parce que finalement, ce que reproche le maire au texte et ce qu'ils font passer comme des points qui pourraient porter problème, on aurait tout aussi pu le reprocher au texte de base. Et donc, le MR, oui, il a obtenu l'avis, mais les points que vous pointez du doigt, les différences que l'on peut faire entre des étudiants, c'était déjà le cas dans votre texte, parce qu'il y avait des différences selon quand est-ce qu'on était rentré dans le système ou non. Mais bon, passons. Moi, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques aujourd'hui. Ici,
pendant une année, on va permettre à des étudiants de pouvoir rester dans le système. Et après, on va pouvoir, après les élections, pouvoir revoir avec la majorité qui sera en place la façon dont on va continuer. Ici, on ne revient pas sur l'ensemble du décret. C'est ce que j'allais dire. Après, ici, on n'annule absolument pas l'ensemble du décret. On a été les premiers à dire qu'il fallait revenir sur certains points du décret Marcourt. Mais ici, il y avait une inquiétude profonde des étudiants et des familles qui nous ont interpellés. Et là, je tiens quand même à dire quelque chose d'important. En tant que jeune député, je pense qu'il est sain dans une démocratie de pouvoir dire, en tant que politique, qu'il y a eu une erreur, que l'on peut revenir en arrière, que l'on peut freiner quand on voit que ce qui va se passer est scandaleux. Attendez, pas toutes les deux en même temps, Valérie, examens. Passer ce message en pré-blocus, que quoi qu'il arrive, qu'un étudiant réussisse ou échoue, il n'y aura pas de conséquences, c'est complètement déresponsabilisant. Et on peut quand même s'étonner de l'adoption d'un texte qui quand même a été rejeté par l'ensemble du monde académique, un texte qui a des insécurités juridiques graves, on n'a pas demandé l'avis du Conseil d'État, un texte qui va créer des surcoûts estimés à 100 millions d'euros. Donc il y a également, évidemment, à long terme, une dévalorisation de la qualité des diplômes. C'est à ça qu'on assiste. Et donc moi, je m'étonne qu'une réforme qui a été votée il y a 3 ans soit remise en question 2 mois avant les élections sur la base d'un chiffre faux lancé par la FEF, noyauté par le COMAC. Et donc ce qui se passe, c'est que le PTB siffle, PS et Écolo accourent pour détricoter une réforme qui était dans l'intérêt des étudiants, puisque au cœur de la réforme figure quand même la qualité des diplômes. Et là, depuis 2021, on demande des chiffres. Et là, on nous parle des chiffres de la FEF, les chiffres de la FEF. Vous ne nous avez pas donné les chiffres. Ça, vous ne voulez pas les entendre. Est-ce qu'on a le droit à la parole aussi ? Je vous en prie. Donc, depuis 2021, on a demandé les chiffres. Vous parlez des chiffres de la FEF, je pense qu'ils sont légèrement surévalués, mais ce n'est pas parce qu'on passe de 50 000 à 20 000. Sur 100. Oui, mais 50 000 ou 20 000, ça reste 20 000 étudiants qui sont en danger. On n'est même pas sûr. 20 000, c'est déjà énorme. Et donc, si les deux ministres successives auraient pris la peine de nous répondre, d'évaluer ce qui allait se passer, peut-être qu'on aurait pu avancer plus tôt. Mais depuis 2021, 17 questions ont été déposées par le PS. Oui. On n'a pas attendu aujourd'hui pour revenir sur cette réforme. C'est impossible. Il y a eu 17 heures de débat à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On ne va pas les refaire ici en 10 minutes. Que le PS n'est pas venu sur cette question-là. Aujourd'hui, on est venu avant même les premières manifestations de la FEF. Alors oui, le PTB est venu sur la thématique, c'est démocratique, ils ont le droit de s'exprimer tout autant que d'autres au Parlement, ils ont été élus. Mais cette question a d'abord été portée par le Parti socialiste. Valérie Glatini, juste rapidement, il y a encore une question quand même. Il faut maintenant promulguer ce qui a été voté. C'est au ministre-président, Pierre-Yves Giolet, de le faire, appuyé par votre remplaçante, Françoise Berthiaud. Vous pensez qu'ils vont le faire ? Alors moi, en tout cas, je veux dire qu'à ce stade, nous sommes extrêmement inquiets par rapport à l'insécurité juridique, parce qu'on va traiter de façon unanime, de la même façon, de façon uniforme, des étudiants qui ne sont pas dans le même parcours. Et donc, je pense qu'en effet, il y a des insécurités juridiques qui vont apparaître, et c'est pas moi qui le dis. Mais ce sont on des professeurs de droit constitutionnel, comme par exemple Marc Huntendal, donc qui tirent la sonnette d'alarme. Ils disent attention, il y a des risques d'insécurité juridique majeure. Donc, je pense que ce texte, il a été préparé dans le chaos, il a été improvisé. C'est de l'amateurisme et surtout c'est de l'électoralisme. On traite les jeunes comme du gibier électoral. Et bien donc on va voir dans les prochains jours et prochaines semaines ce qui va se passer par rapport à ce texte, parce que moi j'ai les plus grandes inquiétudes, et ce ne sont pas simplement mes inquiétudes à moi. Donc vous ce sont les inquiétudes du monde académique dans son ensemble, là, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, mais les recteurs ne demandaient absolument pas ce qui est sur la table. Ils sont très inquiets du retour aux 45 crédits. Ce n'est absolument pas ce qu'ils souhaitent. Donc oui, le respect de la démocratie, c'est demander par exemple l'avis du Conseil d'État, comme ça avait été fait par rapport à la réforme. Donc vous l'avez rejeté. Et vous n'avez pas non plus voulu écouter le monde académique quand ça a été demandé. On ne va pas refaire les 17 heures de débat. La démocratie, c'est écouter les responsables académiques, ce que vous avez refusé de faire. Il faut le faire avec le monde académique, pas contre lui. Allez, juste Laurent Hublet pour conclure sur ce chapitre qu'on sent encore bien tendu. Mais moi, je crois qu'on rate le grand débat. C'est un écran de fumée. On rate le grand débat qui est comment est-ce qu'on rend l'enseignement supérieur plus accessible, comment est-ce qu'on rend les filières techniques plus attractives. Tout le monde ne va pas à l'université, c'est là-dessus qu'on doit se battre. On sait qu'on va avoir une croissance du nombre de jeunes qui arrivent à l'université dans les années qui viennent. Il va falloir préparer tout ça. On a un pic démographique, en particulier à Bruxelles. Comment on va anticiper ça ?
Ça, c'est les vrais enjeux. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Le bonus réorientation vise précisément à ça. Donc, c'est vraiment l'idée de dire à un étudiant, si tu n'es pas sur une trajectoire de réussite, tu peux te réorienter et essayer une formation à laquelle tu n'avais pas pensé. Par exemple, on a des filières d'excellence dans l'enseignement de promotion sociale, on a des filières qualifiantes qu'il faut revaloriser. Et donc moi, j'abonde dans votre sens. Je pense que c'est effectivement ça qu'il faut réussir et mettre en évidence dans la réforme le point essentiel à mes yeux, celui du bonus réorientation. Mais est-ce que 3 ans, ça suffit? Oui, parce que quand on se réoriente, on n'a plus... L'idée, c'est vraiment qu'à un moment donné, on fixe ans. une balise temporelle, mais si à la fin de la première année, vous n'avez pas réussi, vous pouvez vous réorienter. À ce moment-là, vous avez quand même une remise à zéro de la finançabilité. Et bien sûr, pour les étudiants qui sont en transition, la ministre avait envoyé une circulaire qui demandait aux établissements de prendre en considération la situation tout à fait particulière de ces étudiants qui, malgré 4-5 inscriptions, seraient quand même sur une trajectoire de réussite. Donc, dire qu'on n'a pas appréhendé le problème est faux. Il y a une circulaire qui avait été préparée spécifiquement pour ces étudiants plus fragiles. Allez, on va passer à notre deuxième sujet qui, je sens aussi, va être bien piquant. On sent que PS et MR, dans un prochain gouvernement, ce n'est pas gagné. Il y a peut-être d'autres raisons qui vont faire aussi que ce n'est pas gagné. En début de semaine, le PS a fait la proposition que les Bruxellois puissent passer leur permis de conduire dans 8 langues, autres donc que le français, le néerlandais et l'anglais, ce qui se fait déjà. Le MR a tout de suite réagi en parlant de communautarisme. Le PS a répondu en parlant d'extrême droitisation du parti. En même temps, dans la nuit de lundi à mardi, des activistes avaient placardé des affiches demandant le cordon sanitaire pour le MR. Alors, qu'en est-il? On fait le point avec ce reportage d'Anaïs Corbin, Thibaut Romens et Paul Bourrière. Le MR, toujours plus à l'extrême droite, voici ce que l'on peut lire sur ces affiches placardées à plusieurs endroits de la capitale cette nuit. Au total, 300 faux articles ont été collés sur des panneaux publicitaires à Bruxelles, mais aussi Liège, Mons et Namur. On présente l'immigration illégale comme complètement choisie, de manière en fait xénophobe. L'islamophobie, où on présente là la question du voile comme criminalisée. Les politiques sécuritaires qu'on trouve très fort dans le programme politique électoral de 2024. Ou encore la critique des médias et des syndicats, une critique virulente et complètement exagérée. Les activistes souhaitent également interpeller les médias via une campagne massive de mails sur leur rôle de protection du cordon sanitaire. Le siège du MR a aussi été pris pour cible. J'en appelle aussi à la responsabilité des autres présidents de parti, singulièrement ceux de gauche, parce que je crois qu'il faut aussi pouvoir ramener un peu de calme et de démocratie dans ce débat jusqu'au 9 juin et ne pas laisser ces extrêmes détériorer d'abord des biens publics et laisser diffuser de tels discours qui sont profondément nauséabonds. Avec cette action, le collectif Vigilance Cordon Sanitaire cherche à dénoncer ce qu'ils appellent l'extrême droitisation du mouvement réformateur. C'est une étiquette qui est utilisée pour discréditer un adversaire politique. Et donc je pense qu'il faut rester évidemment prudent par rapport à cette notion d'extrême droite. Lorsqu'on parle du mouvement réformateur, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'on puisse considérer que c'est un parti d'extrême droite. Ce n'est pas non plus, me semble-t-il, un parti en voie d'extrême droitisation comme on l'entend parfois. La plupart des affiches ont depuis été retirées de l'espace public. Alors Laurent Hublet, on va revenir sur ce qui a mis un peu le feu aux poudres, si je puis dire. Est-ce que c'est logique qu'à Bruxelles, on puisse passer son permis de conduire dans une autre langue, ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire, il faut garder les langues nationales parce que ça fait partie de l'intégration? C'est en tout cas l'argument du MR. Moi, ça ne me dérange pas du tout, parce qu'on peut passer un permis de conduire européen en Bulgarie, en bulgare, et rouler après à Bruxelles. Mais je crois que derrière ce sujet un peu épidermique, il y a une question plus fondamentale. On est tous bruxellois ici. Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Mais on a un tiers des Bruxellois qui ne peuvent pas voter aux élections parce qu'ils ne sont pas belges. Ça, c'est un vrai problème. Et ce sont essentiellement des Européens qui sont ici, pour beaucoup, payent des taxes. Je crois que c'est là-dessus qu'on doit parler. On est la capitale de l'Europe. Moi, je ne vois pas de problème à ce que l'anglais soit une langue officielle. Effectivement, il y a des gens qui viennent à Bruxelles pour 5 ou 10 ans. Ils sont les bienvenus. Tous n'apprendront pas le français ou le néerlandais. Ce n'est pas des langues faciles à apprendre. Je trouve qu'on pourrait leur permettre de faire toutes les démarches, pas que le permis de conduire en anglais. Et ces 3 langues officielles qui sont les langues de la capitale de l'Europe. Ça me paraît très normal.
Zen, on a vu dans le reportage que, en tout cas, la rédaction de BX1 a été à un moment donné inondée de mails de ces activistes anti-fascisme qui demandaient donc le respect d'un cordon sanitaire pour l'EMR. Est-ce que vous aussi, dans votre rédaction, vous avez eu le même type de communication agressive ? Non, pas à ce point-là. Surtout que, en fait, du côté francophone, le cordon sanitaire, il s'applique, mais il n'y en a pas vraiment, puisque, a priori, il n'y a pas d'extrême droite du côté francophone. Et je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler d'extrême droite pour l'EMR, même si il y a sur certains sujets où on peut se poser la question de est-ce qu'on ne tend pas un peu plus vers la droite, mais de là à comparer avec les partis d'extrême droite en Flandre, je pense qu'il y a quand même un grand gouffre. Et puis, au niveau des langues, même à l'administration, à la maison communale, il y a de plus en plus possibilité d'avoir un traducteur pour pouvoir en fait s'exprimer dans sa langue et comprendre exactement de quoi il en est. Alors oui, l'intégration, c'est important. C'est important de pouvoir parler la langue, une des trois langues nationales. Mais après, toute la question est de savoir jusqu'où on propose de parler d'autres langues, jusqu'où on propose d'autres services dans d'autres langues. Est-ce qu'on va se retrouver avec un enseignement dans 4 langues, 8 langues différentes? Est-ce qu'on va se retrouver pour d'autres services à ce point-là? Ça, c'est un peu toute la question à débattre. Leïla Hagic, on dit le PS fait une campagne communautaire. Ça vous fait soupirer, visiblement? Oui, ça me fait soupirer parce que moi, je voudrais revenir sur des chiffres. 5000 chauffeurs manquent en Belgique, 150 chauffeurs d'autobus. À Bruxelles, on a eu des périodes où des enfants handicapés ne pouvaient pas se rendre à l'école parce qu'on n'avait pas assez de chauffeurs. Et on fait quoi? On va empêcher des personnes qui pourraient passer un permis, qui pourraient remplir ces places parce qu'on va attendre qu'ils connaissent suffisamment le français pour ne pas tomber dans des petits pièges, parce que c'est ça aussi quand on passe le permis de conduire. Je ne sais pas si vous avez le permis de conduire autour de la table, mais parfois c'est un petit mot qui change totalement le sens d'une phrase. Et donc pourquoi pas permettre à des gens de pouvoir passer ce permis dans leur langue maternelle, dans la langue qu'ils maîtrisent le mieux? Avant c'était possible avec un traducteur qui était présent. Malheureusement il y a eu des cas de fraude. Ici ce qu'on propose c'est un logiciel, et pour moi la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est sur le terrain. Et donc, c'est en pouvant travailler. Moi, j'ai des parents qui sont arrivés en Belgique, ils ne parlaient pas un seul mot de français. Ils ont dû venir parce qu'ils ont fui la guerre. Eh bien, ils ont suivi des cours. Mais c'est en allant travailler qu'ils ont vraiment pu prendre connaissance de la langue. Et pour moi, c'est ça le plus important, permettre aux gens d'aller travailler. Et après, quand on dit que le MR se radicalise, Valérie Glatini, est-ce que vous avez cette impression? Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on doit pouvoir dire que pour conduire à Bruxelles, c'est quand même plus facile quand on parle le français ou le néerlandais. Quand on veut trouver un travail, quand on veut s'intégrer, oui, c'est plus facile de parler une de ces langues. Et d'ailleurs, moi, j'ai travaillé 15 ans dans les institutions européennes. Et les gens avec qui je travaillais, bien sûr, ils prenaient des cours de français ou de néerlandais. Je pense que si on commence à dire que ça, c'est de l'extrême droite, je pense que cette accusation, c'est souvent un cache-sexe pour toute une série de problèmes auxquels on n'a pas trouvé une solution dans la majorité bruxelloise actuelle, que ce soit la lutte contre la pauvreté, que ce soit la mobilité ou que ce soit la sécurité. Et moi, je veux juste rappeler que pour l'instant, effectivement, ça a été rappelé, il n'y a pas d'extrême droite francophone. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a une extrême gauche, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, extrême gauche qui est très puissante, qui arrive à tirer le PS et Écolo sur son territoire. Ils n'ont même plus besoin de gouverner, finalement, de monter dans un gouvernement pour influencer la politique régionale, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et moi, je m'inquiète beaucoup de ça. Il fut un temps où le PS avait adhéré à des valeurs universalistes, et donc j'espère qu'on va en revenir à ce PS que moi j'ai connu, qui était attaché à des valeurs d'intégration par la connaissance de la langue, plutôt que quelque part une stratégie où on essaie un peu je pense, de flatter certaines communautés parce que les sondages ne sont pas très bons. Donc moi, j'en appelle vraiment à ce retour à des valeurs universalistes qui nous rassemblaient tous il y a encore quelques années. Vous les avez perdues, ces valeurs ? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le MR qui essaie de flatter des valeurs qui ne sont absolument pas les miennes au sein de la population, en dénonçant, en faisant tout un brouhaha autour de cette question. Vous dites qu'on veut cacher d'autres thématiques avec ce texte. On a juste déposé un texte au Parlement. Il y a eu 2-3 communications. C'est vous qui en avez fait l'un des sujets
principale de discussion de cette semaine, alors qu'effectivement, on avait toute une série d'autres questions beaucoup plus importantes qu'on aurait pu aborder dans les médias, notamment cette semaine. Eh bien, je serais ravie qu'on parle d'autre chose que de la pseudo-extrême droitisation de mon parti. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons mis sur la table. Et j'espère qu'on pourra parler des vrais sujets qui inquiètent les gens, à savoir les problèmes de mobilité, les problèmes de sécurité, où je trouve que la réponse du PS est particulièrement floue, voire inquiétante, des problèmes également de lutte contre la pauvreté, les problèmes de formation des jeunes. On sait qu'on a un taux de jeunes qui ne sont ni à l'emploi ni en formation de 9,1%, c'est le taux le plus élevé. Ça, c'est le taux de jeunes bruxellois qui ne sont ni à l'emploi ni en formation. Ça, ce sont vraiment des sujets qui nous inquiètent beaucoup et pour lesquels on attend une réponse. Mais c'est très étrange parce qu'on n'a pas vu de tweet à longueur de journée de votre président de parti sur ces questions. Je vous avoue que moi, ça m'occupe au quotidien. Oui, d'accord. La question de la formation des jeunes m'occupe la question hyper mis toute cette semaine à l'ordre du jour médiatique. Donc à un moment donné, il faut assumer ce qu'on fait aussi. On va passer aux têtes d'affiche. Je vais vous proposer, mesdames, 4 têtes d'affiche chacune. On va commencer par vous, Valérie Glatini. On va commencer par Anthony Maurice, le gardien de l'Union Saint-Gilloise qui a retrouvé le sourire jeudi soir. Et puis ensuite François Fillon, qui est définitivement jugé coupable pour les emplois fictifs. In van Weyenmerch, donc la commissaire aux drogues qui veut revoir la protection de la vie privée pour lutter contre le trafic de drogue. Et puis Marissa Abela, l'actrice qui se met dans la peau d'Amy Winehouse. Alors, Anthony, François, In, Marissa. In, vous pouvez expliquer pourquoi vous trouvez que c'est une bonne chose justement de revoir un peu la protection de la vie privée dans le cadre... Je pense qu'il faut faire de la lutte contre le narcobanditisme qui est en train de gangréner Bruxelles une priorité. Et donc, évidemment, c'est très important d'avoir une législation qui encadre la vie privée, mais on sait que les trafiquants de drogue ont toujours une bataille d'avance sur nous. Et donc, s'il faut pouvoir adapter les règles en matière de vie privée, je propose qu'en effet, on puisse se pencher sur cette question parce que, je le répète, le narcobanditisme qui attaque Bruxelles pour l'instant est un sujet extrêmement important pour nos concitoyens. Alors, Leïla, je vais vous proposer 4 autres personnes, sinon c'est pas drôle. Je vous propose d'abord Jean-Claude Marcourt qui va percevoir plus de 260 000 € d'indemnité de sortie. Kenji Girac qui a finalement reconnu avoir tenté de se suicider. Céline Dion qui fait son retour en couverture du magazine Vogue. Et puis Mehdi Bouda avec les policiers qui l'ont percuté, qui ont finalement obtenu un non-lieu. Alors Jean-Claude, Kenji, Céline ou Mehdi J'hésite vraiment entre... Mais je voudrais quand même dire que je pense énormément à la famille de Mehdi. Mais je vais choisir l'actualité de Kenji parce que... En tant que féministe, j'ai vraiment été choquée d'apprendre que Kenji a voulu faire peur à sa compagne en simulant un suicide pour être certain qu'elle reste parce qu'elle voudrait le quitter. Et donc rappeler que la pression psychologique, c'est aussi une violence au sein des couples et que il ne faut pas céder à ces pressions, qu'il y a toute une série d'aides qui existent à Bruxelles et aussi dans notre pays et de ne pas hésiter de rejoindre par exemple les cellules EVA qui existent maintenant dans chaque zone de police lorsqu'on est femme et qu'on veut porter plainte contre les violences intrafamiliales. Voilà, comme quoi ça touche tout le monde, même des stars qui sont idolées par certains. Laurent ou Zenzen, est-ce qu'il y a une personnalité aussi qui vous parle un peu plus cette semaine parmi les 8-10 sur laquelle vous voudriez dire un tout petit mot? Non, moi je suis d'accord avec Leïla Agik par rapport à Kenji Girac. Ça m'a aussi fort... j'ai été aussi fort choquée par l'explication de j'ai voulu retenir, elle a voulu me quitter, donc j'ai voulu simuler. Il m'a très bien simulé, puisque il a quand même échappé de peu, mais effectivement, c'est une violence psychologique qui est très présente dans de nombreux couples. Et il faut encore faire de la prévention et expliquer à quel point ce genre de comportement, ce genre de pression ne sont pas tolérables et ne seront jamais tolérables. Laurent, est-ce qu'il y a une... Oui, absolument. Et moi, je voudrais rebondir en fait sur vos 2 témoignages. On parle de sécurité à Bruxelles et de sécurité pour les femmes. Et je crois que c'est un sujet absolument majeur. Moi, ça m'a frappé dans les discussions à IAM Bruxelles qu'on a eues. Plus que le sentiment d'insécurité, la réalité de l'insécurité vécue
par les femmes à Bruxelles, pas seulement dans la sphère du foyer, mais aussi dans les métros, dans l'espace public. Et je crois qu'il y a un grand enjeu de vivre ensemble. On voit qu'il y a de plus en plus de polarisation politique entre les hommes et les femmes dans la nouvelle génération. Donc il y a un sujet fondamental, je crois, dans notre société, de vivre ensemble et que chacun des genres puisse avoir sa place dans l'espace public. Alors il y a eu une bonne nouvelle quand même cette semaine, hein, une vraie bonne nouvelle, c'est que les Bruxellois vont mieux, leur santé s'améliore, notre espérance de vie a augmenté, hein, c'est en tout cas la question à laquelle a répondu Vivalis, hein, le nouveau nom de la COCOM, en publiant donc son observatoire de la santé. Même si ça a augmenté, notre espérance de vie, eh bien, ça a augmenté aussi de manière différente selon les communes. C'est aussi lié au niveau de vie. Pourquoi notre espérance de vie est plus élevée aujourd'hui? Élément de réponse avec Olivier Gillis, le directeur de l'Observatoire, au micro de Fabrice Grosfilet. C'est lié au fait principalement à deux facteurs. Le premier, c'est une amélioration des comportements en matière de santé, principalement au niveau du tabagisme. Donc on voit une forte diminution de la consommation de tabac, en particulier chez les hommes. Et donc ça a un impact sur la diminution du nombre de cancers du poumon. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que on soigne de mieux en mieux toute une série de cancers et on les dépiste de plus en plus tôt. Et donc ces deux éléments ont un impact positif sur l'espérance de vie des Bruxellois. Oui. Les personnes qui sont moins scolarisés, donc on pense par exemple aux ouvriers, aux aides ménagères, aux chauffeurs, sont beaucoup plus exposés aux pollutions sur le lieu de travail, donc ça concerne 40% de ces professions, là où dans les professions actuelles on est plutôt à 4%, donc de nouveau c'est 10 fois. Alors Zenzen, dans les 5 dernières années, on a eu une diminution de près de 40% des cancers chez les hommes, 35% chez les femmes. C'est une bonne nouvelle, on ne va pas dire le contraire. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais à côté de la santé, on va dire physique, il y a tout le pan de la santé mentale qui, elle, a pris un sérieux coup avec la crise Covid, avec la crise en Ukraine, la crise énergétique. Donc non seulement ça a eu un impact chez les adultes, mais ça a eu un impact aussi énorme chez les jeunes. Et on le voit au niveau des centres de psychiatrie qui, en fait, ont des listes d'attente de plus en plus longues. Et donc, la question est de savoir, en fait, qu'est-ce que les partis vont proposer pour prendre à bras-le-corps la santé mentale, qui est un véritable enjeu, avec derrière toute la question de la précarité. Laurent Hublin, on dit aussi que la qualité de l'air s'est améliorée, donc il y a moins de décès liés à cette qualité de l'air. Il faut aller un pas plus loin encore par rapport à notre environnement. Bien sûr, on doit continuer à aller plus loin. Je crois que le fait qu'on ait un système de santé de qualité et accessible à tous, c'est une chance qu'on a et qu'on doit mesurer parce que peu de pays dans le monde ont la chance d'avoir un système de soins de la qualité qu'on a. Donc on doit le préserver. Et il y a des enjeux, je pense, par rapport à ça. Je crois qu'on ne peut pas être complètement optimiste. Moi, ça m'a frappé, ça remontait les craintes dans les discussions qu'on a eues, les craintes sur l'accès aux soins, en particulier les soins de deuxième ligne, donc pour certains spécialistes. Aujourd'hui, il y a des délais qui se sont fort allongés, par exemple pour les ophtalmos. Donc tout ça, il y a des grands enjeux de santé. On sait qu'on a une population qui vieillit, donc avec des besoins en soins qui augmentent. Comment est-ce qu'on finance ça? Comment est-ce qu'on maintient la qualité, sachant aussi qu'on a des pénuries de personnel soignant? Enfin, je pense que c'est un gros enjeu. Alors, vous venez toutes les deux, pour vous Valérie d'Oderghem, pour vous Leïla de Jette. Quand on prend l'espérance de vie de vos deux communes, alors on n'a pas ces chiffres-là exactement, mais c'est Woluwe-Saint-Pierre qui a été pointé dans l'Observatoire, donc on peut dire qu'on est assez proche quand même du revenu oderghemois. Et Saint-Josse, alors pour Jette c'est un petit peu plus au-dessus quand même, ça sera plus Kuckelberg qu'on prendra, mais grosso modo, il y a quand même entre 6 et 7 ans d'espérance de vie en plus pour les gens de Woluwe-Saint-Pierre que pour les gens de Saint-Josse. Comment on fait pour réduire aujourd'hui ces inégalités en matière de santé? Ce qu'on voit, ce qui est effrayant, c'est en effet, ce sont ces chiffres, c'est le chiffre de un Bruxellois sur 3 qui n'a pas accès, qui n'a pas de médecin généraliste. Et donc on voit bien que là, il y a un problème au niveau du nombre de médecins en activité. Donc vous savez qu'on a passé un deal avec le fédéral pour obtenir davantage de numéros INAMI. Ça, je pense que c'est capital aussi de continuer à augmenter le nombre de médecins et aussi de pouvoir avoir pour les assistants, donc les médecins qui sont en formation, les étudiants en formation, de pouvoir avoir un incitant financier pour aller s'installer dans les communes
communes qui sont en pénurie, des communes qui sont dans lesquelles les médecins s'installent moins facilement. Et donc typiquement, les communes du nord-est de Bruxelles, pouvoir avoir une prime à l'installation dans tous les quartiers défavorisés, ça me semble fondamental. Travailler aussi, parce que vous avez rappelé qu'on avait un besoin accru, et c'est tout à fait exact, en sortie de crise sanitaire, de psychiatres, mais aussi d'ophtalmo. Moi, je viens de la province du Luxembourg, d'origine, je suis luxembourgeoise, et donc il y a énormément de gens qui attendent de prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste. Et donc, on a mis sur pied une commission de planification pour les spécialisations pour pouvoir réagir beaucoup plus rapidement quand il y a un besoin accru dans telle ou telle spécialisation, de pouvoir orienter les étudiants vers ces spécialisations. Et donc, on est vraiment en capacité maintenant d'évaluer au plus près, en équivalent temps plein, les besoins sur le terrain et pouvoir former davantage d'ophtalmo ou de gériatres, par exemple. Mais là, vous donnez l'exemple des médecins directement, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent sur d'autres aspects en amont aussi, avec par exemple une médecine préventive? Ça fait partie notamment des compétences communautaires, donc Leïla Hagic. Mais c'est vrai que clairement, il faut investir, il faut plus de médecins, il y a des pénuries. Ça, je pense que voilà, c'est une réponse que tout le monde vous donnera. Après, il faut voir chez qui ce sera une priorité ou non lors de discussions et de formation de gouvernement. Mais je pense qu'il faut travailler aussi à ne pas arriver au stade où les personnes qui vivent dans ces communes, qui souvent ont des métiers plus pénibles, où ils gagnent aussi moins bien leur vie, ils finissent leur carrière totalement cassés par ce qu'ils ont vécu, et donc leur permettre d'aménager la fin de leur carrière, d'avoir une réduction du temps de travail, c'est aussi travailler sur la santé, permettre aux gens de pouvoir aller voir gratuitement leur médecin généraliste, parce que même quand ils en ont un, mais qu'ils ont peur de comment est-ce qu'ils vont pouvoir le payer, c'est aussi une problématique. Et donc effectivement, il ne faut pas juste s'arrêter sur le moment de la consultation, il faut travailler sur ces différences entre les niveaux socio-économiques et la santé bien en amont pour ne pas arriver à ce stade où finalement c'est déjà trop tard, quoi. Pour la première fois aussi dans le rapport, on a pris en compte des éléments comme l'environnement, le logement aussi. C'est indispensable à prendre ces éléments-là dans la santé et dans une politique de santé globale, Valérie Glatini? Oui, je suis convaincue de ça, et je voulais revenir sur ce que vous avez dit d'entrée de jeu. La prévention, c'est capital, et on investit moins que les pays voisins. Donc normalement, la moyenne, c'est 2,9%. On est à 2%. Donc vraiment, ce qui figure dans notre programme, et je sais aussi dans celui de beaucoup d'autres, et à juste titre, c'est vraiment un investissement massif dans la prévention. Là, on a un décrochage, et donc c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment éviter toute une série de coûts, parce qu'on sait qu'il y a une norme de croissance pour pouvoir rencontrer le coût du vieillissement. Donc il faut pouvoir continuer à offrir des soins de qualité, et donc effectivement agir en priorité sur la prévention me semble déterminant. Il a agi que je vous voyais oui, je suis tout à fait d'accord, mais il y a aussi des cas quand on voit que les personnes défavorisées sont 2 fois plus nombreux à souffrir de diabète que les autres. Parfois, c'est aussi parce qu'on n'a pas le choix et qu'on prend certaines habitudes qui font que l'on va souffrir, par exemple, de diabète parce qu'on n'a pas forcément économiquement les moyens de faire autrement. Donc, il faut de la prévention, évidemment, mais il faut aussi permettre aux gens de pouvoir appliquer ce qu'on va promouvoir lors de la prévention. Laurent Hublet, par rapport à ce que disait Zenzen au début sur la santé mentale des jeunes notamment, vous donnez cours, vous avez aussi créé Bicentral, donc des jeunes, vous en côtoyez beaucoup, vous en avez beaucoup vu. Vous trouvez qu'ils sont comment aujourd'hui, ils sont dans quel état? Parce qu'on voit par contre, un point un peu plus négatif, c'est qu'il y a toujours une surconsommation d'alcool chez les jeunes, notamment les plus jeunes, et les personnes les plus défavorisées aussi. Je crois que la santé mentale, c'est un sujet qui concerne tout le monde, pas seulement les jeunes, et c'est bien qu'on en parle. Je crois qu'une partie des questions de santé mentale, elles étaient un peu mises sous le tapis avant, et tant mieux qu'on en parle, qu'on parle du burn-out, qui est une vraie question de santé publique. Quand on parle des questions de chômage, de maladies de longue durée, il y a énormément qui est lié à des questions de maladies mentales. Donc, c'est un sujet de société dans l'ensemble. J'ai peur de passer pour un vieux con en donnant des jugements péremptoires sur les jeunes. C'est une nouvelle génération qui vient avec des nouvelles normes et puis des comportements forcément un peu différents des générations précédentes. Là où je m'inquiète quand même, c'est sur la montée du narcotrafic et la facilité avec laquelle aujourd'hui des jeunes peuvent avoir accès à des produits qui sont extrêmement dangereux.
Mais on va passer, je vais vous présenter 5 phrases, donc vous allez me dire, est-ce que ça vous énerve, est-ce que ça vous ravit? Ça sera les mêmes là par contre, mais je vous demande d'en choisir une chacune. Alors, le ministre de l'Environnement qui a introduit donc un recours finalement contre le permis d'environnement de Bruxelles-Airport. La bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodonne, qui porte plainte pour insulte au conseil communal. La Grande-Bretagne qui va renvoyer les migrants vers le Rwanda. L'UE qui se dote d'une loi contre les violences faites aux femmes. Et puis des trottinettes qui seront finalement en nombre illimité à Bruxelles. Leïla, commence avec vous. Elles sont toutes intéressantes, c'est très compliqué là. Ça fait peur. Mais allez, je vais partir sur la loi européenne contre les violences faites aux femmes. Vous m'auriez déçu de ne pas prendre celle-ci. Mais il y en a d'autres qui étaient liées, celle de Cécile Jodonne est aussi importante. Mais donc, pourquoi c'est important? Je pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, il y a vraiment de fortes disparités, surtout au sein des pays qui ont vu arriver à leur tête des partis d'extrême droite. Et donc, je pense que c'est très important que l'Union européenne remette au centre nos valeurs, en tout cas les valeurs qui sont censées être nos valeurs au sein de l'Union européenne. Donc je trouve ça très intéressant que cette loi ait pu arriver. Après voilà, on a eu peut-être des petites différences de point de vue entre certains pays sur certains points, mais on a quand même marqué le coup en rappelant que c'était quand même quelque chose de fondamental au sein de l'Union européenne, les droits des femmes. Valérie, il y a une autre phrase. Oui, moi, les trottinettes en nombre illimité à Bruxelles, ça m'inquiète beaucoup, simplement parce que c'est un vécu personnel. Mais donc, j'ai été visiter récemment une personne d'un certain âge de mon entourage qui a été renversée par une trottinette. Et donc, je pense qu'il y a probablement là quelque chose qui est à réguler, quelque chose qui ne va pas. Et ça pose beaucoup de problèmes en termes de mobilité, hein, donc des problèmes avec les vélos, des problèmes avec les voitures, des problèmes avec les piétons. Donc je pense que là, il faudrait probablement prendre... donc la région bruxelloise exactement, avait pris, que la région puisse... puis ça a été cassé par Absolument. le Conseil d'État suite à un recours de 2 opérateurs qui n'avaient pas été Absolument, mais on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui est à faire parce qu'il y a une question de sécurité. Et là, vous vouliez dire un mot sur Cécile Jodonne, c'est ça en plus? Oui, mais je trouve que c'est inacceptable qu'on puisse, en tant que femme politique, être insultée parce qu'on est femme. Et donc, ça, je pense qu'on doit tous en c'est quelque chose de je suppose que là, vous allez être d'accord. Voilà, on a trouvé un point. D'accord. Il y en a eu d'autres. Sur la santé, vous étiez d'accord aussi. Oui. C'est pour avoir un peu d'humour. Mais effectivement, je pense qu'on doit être toutes solidaires face à ce genre de moments. Oui, entièrement d'accord. Vous êtes souvent victime d'insultes sur vos réseaux respectifs? Moi, la colère, ça ne me gêne pas, je trouve ça légitime. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui expriment des critiques. Je réponds à toute critique dès lors qu'elle est constructive. Et c'est vrai que je ne suis pas inquiète pour moi, ni pour ma collègue, parce que je pense qu'on a les épaules pour le porter, mais je suis plutôt inquiète par rapport aux jeunes. Par exemple, j'ai une jeune sur ma liste, elle m'a dit mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de remarques négatives et on me demande pourquoi je porte telle tenue et je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc c'est vrai que je pense qu'il faut, quand on reçoit des insultes, bien sûr, on ne peut pas réagir à tout, mais quand il y a un seuil qui est franchi, il faut réagir pour être reconnu dans son statut de victime. C'est pas seulement bon pour Madame Jodonne, ou c'est pas seulement bon pour moi si jamais je portais plainte, mais ça montre vraiment un signal à la société que ça, c'est pas tolérable. Et donc aussi être reconnu dans son statut de victime, c'est extrêmement libérateur et ça permet de tourner la page et de retrouver confiance en soi et dans les autres. Et je pense que c'est un signal qui est envoyé à toute la société. Bon, on va continuer avec un sujet qui, là, peut-être va créer des petits désaccords entre vous, mesdames. On va parler des finances de la région bruxelloise. On le sait, on parle même souvent d'un gouffre financier. C'est souvent ce terme qui désigne les finances de la région. On a une dette de 15 milliards d'euros, un déficit attendu pour 2024 de 950 millions d'euros. Alors, est-ce qu'on peut continuer ainsi? En tout cas, ça va être le gros sujet de la prochaine législature pour Bruxelles. En début de semaine, on avait la tête de liste du CDNV et actuel ministre bruxellois au gouvernement flamand, Benjamin Dalle, qui parlait d'une situation dramatique. Il était l'invité de Bonjour Bruxelles ce lundi. La situation est assez dramatique, est extrêmement sérieuse. Donc plus que préoccupante. Beaucoup plus que préoccupante. On peut dire que si on ne fait rien, rien ne va plus à Bruxelles. Et
pour être clair, ce n'est pas le Bruxellois qui vit au-dessus de ses moyens, c'est le gouvernement bruxellois, avec des chiffres qui sont quand même très alarmante. Par exemple, un déficit de presque 20% des revenus. Ouais. Si on ne fait rien, politique constante, une dette de 300% des revenus. Et encore un chiffre que je voudrais vous mentionner, c'est le pourcentage que le gouvernement bruxellois paye pour rémunérer, pour repayer les taux d'intérêt. Aujourd'hui, c'est 5,9% de ses revenus. Dans quelques années, ça sera 9%. Là, on est dans les alentours, on est à côté des pays comme le Sénégal et la Turquie. Donc la situation est alarmante et c'est c'est vraiment un problème aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs crises à attaquer. Alors évidemment, dans ces cas-là, on a deux leviers, les recettes, les dépenses. Les recettes, ça peut être aussi avec le tissu économique. Laurent Hublet, vous êtes entrepreneur. Quand on parle d'un taux qui est proche de celui du Sénégal, ça fait un petit peu peur. C'est une image qui est assez puissante. Comment on fait pour faire rester les entreprises à Bruxelles? Pourquoi vous restez à Bruxelles? Moi, je reste à Bruxelles parce que je suis bruxellois et que je ne vois pas de raison d'aller ailleurs. Mais pour donner peut-être plus clairement une idée de ce chiffre, donc aujourd'hui, si Bruxelles était un ménage qui gagnait 2 000 € par mois, en fait, la région dépense 2 300 € par mois. Donc ça veut dire que tous les mois, il y a 300 € qu'il faut faire payer par les banques. En gros, c'est plus ou moins ça. Ça veut dire que sur les 5 dernières années, ça fait à peu près 18 000 € qui ont été constitués en dette si on était ce ménage. Donc c'est un gros problème parce qu'il va falloir réduire ce train de vie d'une manière ou d'une autre. C'est pas tenable pour un ménage. Si Bruxelles était une entreprise, elle aurait probablement fait faillite. C'est un État, mais donc il y a un vrai sujet. Et une partie de ça est liée au financement intra-belge, c'est vrai. Bruxelles crée beaucoup de richesses. Nous sommes, en termes de création de richesses, nous sommes la 5e région qui crée le plus de richesses en Europe. Donc nous sommes une région qui crée beaucoup de valeurs économiques, mais qui est pauvre. Donc il y a des questions intra-belges. Et il y a aussi une question de bonne gestion. Bruxelles avait été refinancée à la 6e réforme de l'État. Et il y a certaines dépenses qui vont devoir être mises en question. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait échapper à ce débat qui ne sera pas agréable. Zenzen Zveni, Leïla Hajic a dit tout à l'heure, voilà, on n'a pas parlé finalement des sujets peut-être qui intéressent les Bruxellois pendant cette première semaine de campagne. On a l'impression que c'est bien lancé cette campagne. Est-ce que les finances, pour les journalistes, c'est aussi un défi de bien expliquer en fait l'enjeu et d'en faire un thème de campagne réellement? Les finances, c'est pas très concret. En général, les gens ne voient qu'à la fin, soit on a trop dépensé, soit il nous reste encore un peu d'argent. Donc c'est très compliqué à expliquer. Par contre, ce que le public comprend, c'est qu'en fait, il n'y a plus de sous. Il y a une dette qui ne cesse de croître et peu importe que la région soit sous-financée ou qu'il faut que le fédéral injecte de l'argent ou pas, ça c'est pas ce qui intéresse le public. Le public, ce qu'il veut savoir, c'est ok, qu'est-ce que les partis politiques vont me présenter comme projet et qu'est-ce qui va être réellement finançable et qu'est-ce que je vais réellement pouvoir voir dans les 5 ans de la législature prochaine et pas dans les 10 ans où ce sera à la législature suivante de mener à bien le projet. Donc c'est ça vraiment qui intéresse les citoyens en fait, c'est de savoir voilà, comment est-ce que on va pouvoir mener des projets qui vont améliorer la qualité de vie des citoyens, des Bruxellois. Ce qui va réellement être faisable. À un moment, il faut quand même se poser la question de on a un certain budget, on est en dette, qu'est-ce qu'on va pouvoir abandonner parce que il n'y a pas d'autre choix, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Valérie Glatini, on abandonne les grands investissements, on abandonne le métro, on abandonne ce genre de choses ou on demande au fédéral, puisque vous êtes tête de liste à la Chambre, je le rappelle, on demande au fédéral de refinancer une nouvelle fois Bruxelles? En tout cas, je veux dire que c'est très concret pour les citoyens, parce qu'à un moment donné, si on ne sait plus emprunter à des taux favorables, et on a vu que la note de la région bruxelloise avait été dégradée, ça veut dire qu'on va devoir payer davantage d'intérêts, et donc on va devoir monter les impôts. Donc ça va être sur la fiche d'impôt que nous allons tous recevoir dans les prochaines semaines. Donc c'est très
très concret pour les gens. Donc ne pas maîtriser notre trajectoire budgétaire, c'est un impact direct sur chaque citoyen qui doit payer davantage d'impôts. Donc nous, en effet, on est très inquiets. On trouve qu'il faut prendre la pleine mesure de la situation. Ce n'est pas normal d'avoir une dette de 15 milliards d'euros. La première chose qu'on fera si on monte dans un gouvernement, c'est assurer une trajectoire budgétaire pour revenir à l'équilibre. Et en effet, il faudra questionner certaines choses. Par exemple, on voit bien que par exemple, le budget de Bruxelles Propreté augmente sans cesse. On voit aussi qu'il y a eu la démolition du toit du Palais du Midi pour 300 millions d'euros. On a effectivement beaucoup d'entreprises qui quittent. Il y a une PME sur 2 qui dit qu'elle va quitter Bruxelles. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Et les sujets qui sont mis en avant, ce sont toujours les mêmes. Ce sont des problèmes de mobilité, des problèmes de sécurité, des problèmes de formation des jeunes. Mais et donc, si on il arrête, faut appréhender par exemple, ces aspects-là. Si on arrête par exemple de financer le métro, on n'améliore pas les problèmes de mobilité. Oui, je n'ai pas dit qu'il fallait cibler tel et tel projet, mais il faudra avoir une vision d'ensemble. Mais je cite ici quelques exemples bien concrets sur lesquels on pourrait imaginer de faire des économies, parce que, en tout cas, ce qui est étonnant, c'est par exemple ces budgets qui filent sans qu'on ait vraiment la maîtrise. Et donc ça, c'est inacceptable dans le futur. Il faut vraiment avoir une trajectoire pour le retour à l'équilibre. Et donc, nous, on sera extrêmement attentifs à ça. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce sera vraiment quelque chose que chaque citoyen va pouvoir constater sur sa fiche d'impôt. Donc, c'est vraiment essentiel. Leïla Hajic, est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi réformer les institutions bruxelloises? C'était prévu pendant cette législature, ça n'a pas été fait. Par exemple, les engagés disent qu'on peut gagner 600 millions d'euros simplement en réduisant la taille des cabinets, en revoyant le fonctionnement des administrations régionales. C'est aussi le plan du PS ou pas du tout? Écoutez, je ne pense pas que ce soit même les 600 millions qui citent ne vont pas régler notre problème de déficit. Et si ce n'est pas quelqu'un d'un cabinet qui doit faire le travail qui est fait aujourd'hui, quelqu'un d'autre le fera dans l'administration. Ça, c'est vraiment un discours que je trouve très populiste. Mais bon, bref, pour moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, je pense que le véritable problème, c'est qu'effectivement, Bruxelles ne reçoit pas en retour la richesse qu'elle produit vraiment. Il y a eu effectivement une réforme de l'État, mais c'était clairement pas suffisant. Et puis, ces dernières années, toutes les régions du monde ont été impactées par le Covid, par les crises énergétiques, par les guerres. Je sais que ça semble être un peu bateau comme réponse parce qu'on le dit pour un peu tout, mais sur une question budgétaire, ça a eu clairement un impact énorme. Et donc, on a déjà essayé de réduire des frais de fonctionnement au sein des administrations régionales lors du dernier budget qui est passé au sein du Parlement. Mais effectivement, il faut se rendre compte que derrière ces budgets, il y a des besoins réels des Bruxellois, que ce soit en termes de santé, d'emploi, de cohésion sociale, des droits des femmes. On a eu un budget qu'on a augmenté parce qu'il y avait une nécessité sur le terrain. Comment est-ce qu'on remettre la balance à l'équilibre? On va continuer effectivement de faire attention là où on peut. Après, comme pour tous les budgets, c'est une question de choix politique, et je pense que justement dans cette campagne électorale, on pourra voir qui fait quel choix sur le métro, sur la cohésion sociale, sur la sécurité, et c'est là-dessus que les citoyens devront effectivement trancher, parce que je ne pense pas, à moins de venir avec une politique d'austérité qui fera du mal à la population et à la cohésion sociale, il n'y a pas de recette miracle. Laurent Hublet et Zenzen, un petit mot pour conclure. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je crois que l'efficacité n'est pas un gros mot. Et on dépense beaucoup d'argent dans certaines choses à Bruxelles. On dépense beaucoup d'argent dans la propreté. Et pourtant, il fait sale. Tout le monde le dit. Il y a un problème de propreté. Et ce n'est pas une question qu'on ne dépense pas assez de sous, c'est une question qu'on n'est pas assez bien organisé. Et ça, il va falloir le prendre à bras-le-corps. L'autre chose, c'est que, par exemple, sur les questions de relance, la solidarité intra-belge n'a pas joué. Bruxelles est le grand perdant du plan de relance belge. Donc, à un moment donné aussi, on est la capitale de ce pays, mais quand il s'agit de financement, généralement, la Flandre et la Wallonie font les arbitrages sur le dos de Bruxelles. Et ça, à un moment donné, je crois qu'en tant que Bruxellois, on doit aussi pouvoir dire oui, on crée de la valeur pour l'ensemble du pays, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse nous en donner les moyens et il faut qu'on puisse prendre les décisions par rapport à ça. Mais là, je suis justement tout à fait. Je vais être très courte. Oui, parce qu'il nous reste 1 minute d'émission. Je suis d'accord là-dessus. Bruxelles doit être refinancée, on doit pouvoir récupérer les richesses que l'on produit. Mais par exemple, sur la propreté, la région dépense beaucoup, mais parce qu'on ne demande pas aux citoyens de payer excessivement cher leurs poubelles ensuite, comme on le fait en Flandre. Donc finalement, le citoyen paye. Est-ce qu'il paye lui-même en achetant ses poubelles ou est-ce qu'il paye via ses impôts régionaux? Finalement, il paye. Donc
est-ce que c'est vraiment une solution? Valérie, en 30 secondes. Je veux dire que je pense qu'en effet, Bruxelles n'a pas été bien défendue par la région dans le cadre du plan de relance, c'est très clair. Et je voulais aussi rappeler que, parce que j'entends beaucoup de flou par rapport à ça, mais l'austérité, c'est pas la même chose que la rigueur. Et donc moi, je serai toujours du côté de ceux qui demandent un peu de rigueur budgétaire, parce que sinon, c'est un cadeau empoisonné qu'on fait à nos enfants. Allez, on va terminer avec les coups de cœur. Zenzen, vous vouliez nous emmener avec un petit peu de musique. Oui, parce que c'est la 31e édition des Nuits botaniques jusqu'au 5 mai. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir des artistes émergents qu'on connaît peu dans des lieux vraiment un peu atypiques et magnifiques. Notamment, puisque c'est la petite nouveauté, c'est les Halles de Scarbeck pour cette édition. Et moi, j'ai deux petits coups de cœur. C'est du côté français, Aimé Simone, qui sera présent le 30 avril. Et du côté belge, bruxellois, c'est River into Lake, qui est en fait un bruxellois qui a notamment fait partie de Girls in Hawaii, qui est à découvrir le 28 avril. Merci. Et Laurent, vous vouliez nous faire rire plutôt. Je ne sais pas si je vais vous faire rire, mais en tout cas, moi, j'ai bien ri. J'ai découvert le Petit Kings, qui est un lieu de stand-up. Et je crois qu'on a une chance incroyable à Bruxelles d'avoir ce genre de lieu où des jeunes et des moins jeunes se lancent en tant que comiques, en tant qu'artistes. Ça va être le moment de prendre des abonnements pour les saisons théâtrales pour l'année prochaine. On a une scène culturelle dans plein de langues différentes, avec plein de styles différents, qui est une vraie richesse de Bruxelles. Et vous me demandiez pourquoi je restais dans cette ville. Eh bien, je reste entre autres pour ça, parce qu'il y a cette qualité et cette diversité d'offres culturelles. Eh bien, voilà une belle conclusion. Et en tout cas, je ne vais pas vous contredire là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les experts prennent un petit peu de vacances. Donc, on revient dans 2 semaines. Et ça sera de nouveau Jean-Jacques Deleu qui sera à la présentation. Bon week-end à tous.